Salut tout le monde, je vous retrouve pour cette première vidéo de 2021 pour vous faire, donc tout d'abord, parce que je vais faire plusieurs vidéos, un bilan de mes dernières lectures, donc qui recouvre le mois de décembre, début janvier, peut-être même fin novembre, je sais plus. Donc voilà, je vais juste me remettre à jour avant de faire deux autres vidéos. Donc la première, ce sera mes meilleures lectures de 2020. Donc j'en ai eu 7, je vous ferai un petit bilan sur chacune d'elles. Et puis ensuite, je ferai aussi une vidéo pâle. Je me suis dit qu'en commençant 2021, là, j'allais vous montrer l'entièreté de ma palle, qui n'est pas très grande, hein, donc ça va pas prendre 3 heures. Et puis, donc vous montrer certains des livres que je compte lire cette année. Mais donc tout d'abord, je commence avec le point lecture et je vais essayer d'aller assez vite. Alors ça résonne pas mal parce que je suis dans mon nouvel appartement qui est encore majoritairement vide. Donc j'espère que ça s'entend pas trop et que ça va pas vous embêter. Mais donc, je reprends avec le livre que je vous avais annoncé la dernière fois, il y a très longtemps, comme ma prochaine lecture. Donc, il s'agit du premier tome de Orphénor de Myriel Marc. Donc, ce premier tome qui s'intitule Nathalène. Donc, c'est un roman contemporain qui se passe dans les années 60 et où on va suivre en fait le destin d'une famille et plus particulièrement de deux membres de cette famille. Donc, en fait, c'est la famille des Blageant qui habite. Alors je sais plus trop, ça se passe en France, mais je sais plus exactement dans quelle région. Il me semble que c'est plus ou moins dans le sud. Bon, à voir. Donc il y a une famille assez riche qui vit sur un grand domaine, voilà, où ils sont un peu tous ensemble et ils forment vraiment une sorte de clan sur plusieurs générations. Et donc dans cette famille, il y a deux cousins qui ont à peu près le même âge, je crois qu'ils ont peut-être 2 ou 3 ans de différence, donc Tristan et Nathalène. Ça c'était mon téléphone. Donc qui ont grandi ensemble en fait, parce qu'ils vivent tous dans la même maison. Et en fait, Tristan et Nathalène vont, au moment de leur adolescence, tomber amoureux et entamer une relation qui du coup va être cachée, puisque comme ils sont cousins, normalement ils n'ont pas le droit d'avoir de relation, donc ils vont s'aimer en cachette, quoi. Et on va les suivre à partir de ce moment-là, donc ça commence quand ils ont peut-être 11-12 ans, quelque chose comme ça, jusqu'à l'âge adulte. Donc là, sachant que dans ce premier tome, on les suit jusqu'à ce qu'ils deviennent jeunes adultes, donc à peu près la vingtaine. Et ensuite, il y a un deuxième tome que je lirai en 2021. Et donc, je vous en parlerai à ce moment-là. Donc, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Pourtant, c'est pas le genre d'histoire qui m'intéresse en général. Les histoires de famille et en particulier les romances, c'est quelque chose que généralement j'aime pas trop. Mais là, ça m'a bien plu parce que je trouve que Myriel Marc écrit très bien et qu'elle développe des personnages vraiment intéressants. Il n'y a pas tout ce côté un peu niais et un peu fleur bleue qu'on trouve assez souvent dans les romances et que je n'aime pas du tout. Là, c'est vraiment plus. C'est une histoire qui est assez dure en fait, puisque la jeune fille Nathalène, en fait, elle a des origines gitanes à la base. En fait, sa mère est de la famille Blageant, était de la famille Blageant puisqu'elle est morte en fait quand elle était petite. Et son père est un gitan qui vit dans un camp gitan un petit peu plus loin et qui vient de temps en temps la chercher pour l'emmener vivre avec lui. En fait, elle est un peu, on va dire, en garde alternée entre le camp gitan et la maison de Blageant. Donc elle a un peu une double culture et ces deux cultures en fait ne s'accordent pas du tout puisque c'est pas du tout les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes valeurs, le même mode de vie, etc. Donc elle est un peu tiraillée entre ces deux mondes-là. Et ça va, en fait, quand elle va devenir adolescente, ça va lui créer beaucoup de problèmes et ça va amener une dimension un petit peu dramatique dans l'histoire. Tandis que le personnage de Tristan, lui, il est uniquement du côté Blageant et il a une vie beaucoup plus calme, on va dire. Et donc c'était très intéressant de suivre leur relation avec cet élément-là qui venait un peu tout perturber et surtout de suivre l'évolution des personnages puisque psychologiquement parlant, ils sont vraiment très bien exploités. Justement, comme je disais, Myriel Marc, je trouve qu'elle décrit vraiment très bien les sentiments de ces personnages. Donc, même quand leur relation amoureuse commence à se construire, c'est pas genre et ils furent amoureux et puis voilà quoi, ça y est, le miracle est arrivé. Elle prend vraiment le temps d'installer les choses de façon naturelle, j'ai envie de dire. Donc, ça se passe sur plusieurs années. Et vraiment, elle décrit très très finement les différents sentiments des personnages, leurs états d'âme, leurs réflexions, leurs questionnements. Donc c'est des questionnements pas seulement sur leurs relations, mais aussi sur le monde en général, sur ce qu'ils ont envie de faire, sur les personnes qu'ils ont envie de devenir ou pas. Et donc c'était vraiment intéressant de suivre leur évolution par rapport à ça. Moi en tout cas, je me suis vraiment attachée à ces personnages-là, surtout Nathalène que j'ai beaucoup aimée, mais Tristan aussi était très bien. Et elle a vraiment un style d'écriture où elle va droit au but, c'est-à-dire qu'elle va pas
elle va pas tourner un peu autour du sujet en faisant des petites fioritures, etc. Elle a un style qui est assez franc, j'ai envie de dire, et qui est très à l'image du personnage de Nathalène d'ailleurs, qui est décrite aussi comme ça, comme une jeune fille qui parle très franchement, quitte à... je trouve plus l'expression, et quitte à perturber un peu son entourage, quoi, si je puis dire. Donc c'est un personnage qui a un très très gros caractère, que j'ai vraiment bien aimé, mais qui en même temps est aussi très fragile, qui a beaucoup de fragilité en elle. Et donc ça, c'était vraiment intéressant aussi de voir cette contradiction-là dans ce personnage. Je vous balance ça un peu pêle-mêle, hein, c'est parce que j'essaye de ne pas prendre trop de temps. J'espère que vous suivez. Donc bref, tout ça pour dire que c'était vraiment un bon roman dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a quelques longueurs à certains moments. Voilà, puis bon, c'est quand même un petit pavé de 600 pages. Mais sur la fin, il se passe un certain nombre de choses qui m'ont vraiment beaucoup captivée. Il y a beaucoup plus d'action sur la fin et ça m'a donné très envie de lire la suite pour voir ce qui est arrivé après. Donc voilà, du coup c'était vraiment une bonne lecture. Et puis ce qui était très intéressant aussi, c'était de découvrir la culture gitane, en tout cas à cette époque-là, puisque donc comme je disais, ça se passe dans les années 60. Et bon, c'est un sujet sur lequel j'ai vraiment zéro connaissance, hein. Et là, alors j'ai pas cherché plus loin, mais je pense que Myriam Marc connaît assez bien cette culture. En tout cas, elle la décrit avec beaucoup de précision et d'une façon qui m'a semblé assez réaliste en tout cas. Et on est vraiment loin du cliché de la liberté des gitans qui vont où ils veulent, qui font ce qu'ils veulent, etc. Là, en fait, c'est vraiment pas du tout ça. En fait, c'est un monde qui est assez dur, où il y a beaucoup de violence, pas mal de beauté aussi d'une certaine façon, mais vraiment beaucoup de violence. Et en tout cas, la façon dont il est décrit dans ces livres-là, ça donne pas très envie d'y aller, honnêtement. Mais bon, du coup, c'était vraiment intéressant de suivre ça aussi. Donc voilà, Myriam Marc, c'est une écrivaine qui n'est pas très connue, j'ai l'impression. Mais là, c'est le deuxième roman que je lis d'elle et les deux ont été vraiment des très bonnes lectures. Donc je vous la recommande et je lirai le tome 2 en 2021. Après ça, mon avant-dernière lecture de l'année 2020, c'était un classique qui faisait partie de la petite palle que j'avais faite avec les livres récupérés chez mes parents. Il s'agit de Caligula, suivi de Le Malentendu de Albert Camus. Donc ce sont deux pièces de théâtre et c'était le troisième livre d'Albert Camus que je lisais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, encore une fois. Je pense que Albert Camus, ça va devenir l'un de mes auteurs préférés parce que les 3 livres que j'ai lus de lui, je les ai adorés, quoi. Mon préféré, ça reste quand même L'étranger, que j'ai lu au début de 2020 et que je vous présenterai dans mon top de mes meilleures lectures. Mais Caligula était vraiment bien aussi, Caligula et Le Malentendu. Donc dans la globalité, j'ai préféré la pièce Caligula qui m'a davantage plu dans l'ensemble, notamment parce que le personnage donc, de Caligula est très intéressant. Donc c'est inspiré de l'empereur romain tyrannique, etc. Et là en fait dans cette pièce de théâtre, l'auteur développe vraiment l'aspect psychologique du personnage. Donc c'est pas du tout une pièce historique ou quelque chose comme ça, c'est vraiment un drame psychologique où on découvre pourquoi Caligula devient fou et se met à tuer tout le monde, hein, parce qu'en gros c'est à peu près ça qui se passe. On observe en fait comment est-ce qu'il en arrive là, quel est le processus de pensée qui l'amène là, et en fait c'est très existentiel, c'est beaucoup de questionnements existentiels sur le sens de la vie, ou en l'occurrence le non-sens de la vie, la vérité, le mensonge, les illusions. Et en fait Caligula c'est un personnage qui essaye de donner du sens à sa vie mais qui a un peu de mal parce qu'il est très intelligent, mais il est vraiment obsédé par l'idée de chercher la vérité à tout prix et de se débarrasser de tout ce qui lui semble être un mensonge. Et en fait, la plupart des choses qui se passent en société, pour lui, c'est du mensonge. Et en fait, le fait de se mettre à tuer plein de gens et de ne plus accorder aucune importance à rien et à faire un peu n'importe quoi et à faire régner le chaos, pour lui, en fait, c'est le moyen de se rapprocher le plus possible de la vérité, de la vérité qu'il cherche en tout cas. Donc voilà, c'est très très existentiel, il y a un côté assez philosophique qui était vraiment intéressant. Il y a certaines tirades que j'ai trouvées très très belles, très poétiques, avec vraiment beaucoup de profondeur. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien chez Albert Camus, c'est que c'est un style qui est assez simple, c'est vraiment pas difficile à lire, il n'emploie pas tout le temps des mots hyper compliqués, etc. Mais il y a beaucoup de profondeur, quoi. On sent qu'il a vraiment réfléchi à ce qu'il allait écrire, qu'il y a vraiment des idées qui sont présentées, que c'est pas juste du vent, quoi. Il y a vraiment quelque chose là-dedans et ça fait réfléchir.
Et en ce qui concerne la deuxième pièce, donc Le Malentendu, je l'ai bien aimée aussi, même si globalement elle m'a un peu moins marqué que Caligula. Par contre, j'ai beaucoup aimé le dénouement. Alors je le connaissais déjà parce qu'en fait il me semble que cette histoire, l'histoire du malentendu, est tirée d'un fait divers et j'en avais déjà entendu parler. Donc voilà, je savais comment ça allait se finir. Mais j'ai néanmoins beaucoup aimé vraiment la toute fin, la toute dernière réplique. En fait, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, c'était assez drôle. Donc c'est en fait, pour vous expliquer très rapidement, l'histoire de deux femmes qui vivent dans une auberge isolée, je crois que c'est en République tchèque, dans un environnement très morose. Voilà, en gros, elles sont dans leur auberge tout seules et elles se font chier, quoi, clairement. Et en fait, leur but, elles se mettent à assassiner des clients qui viennent dans leur auberge pour prendre leur argent et dans le but de pouvoir s'enfuir en fait et se refaire une nouvelle vie sur la côte dans un pays chaud où elles seront plus heureuses, ou en tout cas elles imaginent qu'elles seront plus heureuses. Donc voilà, et un jour il y a un visiteur qui va arriver dans leur auberge et elles vont réfléchir à est-ce que oui ou non elles vont le tuer et tout tourne autour de ça en fait. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était aussi vraiment intéressant à lire. Là encore, c'est beaucoup de réflexions existentielles. Il y a aussi un côté assez philosophique. Là, on est sur quelque chose de vraiment très pessimiste, mais d'un pessimisme assumé, quoi. C'est très ironique en fait. C'est un peu c'est sur le thème de l'absurdité de ce que font les gens et des conséquences qui leur arrivent quand ils agissent par avarice ou avec des mauvaises intentions, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression de pas bien l'expliquer, mais donc c'était aussi un truc très philosophique que j'ai vraiment bien aimé. Et donc ma toute dernière lecture de l'année 2020, c'était une bande dessinée que j'ai eue pour Noël. Donc mes autres livres que j'ai eu à Noël, je vous les montrerai quand je ferai ma vidéo pâle, du coup. Et donc là, il s'agit de Jolies Ténèbres, je crois que c'est Fabrice Velman et Kiras Coët. Donc c'est aux éditions Air Libre. C'est une BD que vous avez peut-être vu passer parce qu'il me semble qu'elle a pas mal tourné sur internet ces derniers temps. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai découverte. Et donc c'est une BD que je classerais dans le registre du fantastique, merveilleux, puisque comme on le voit sur la couverture, ça parle d'un peuple de Lilliputiens, si je puis dire, enfin d'un petit peuple dans une forêt. Mais sauf que, comme on le voit aussi sur la couverture, là vous voyez qu'on voit une main verte. C'est aussi une BD horrifique, puisqu'en fait tout tourne autour de la mort d'une petite fille dont le cadavre gît dans la forêt. Et en fait les personnages du petit peuple sont autour de ce cadavre. En fait, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là au début. Mais donc voilà, ils sont tout autour et ils font leur vie autour de ce cadavre d'une humaine qui du coup pour eux est une géante. Et on va suivre ce qui leur arrive. J'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est vraiment une BD qui est assez énigmatique et qu'il faut vraiment découvrir en la lisant en fait. C'est pas une histoire qu'on peut résumer comme ça très simplement. En tout cas, c'est une BD que j'ai vraiment beaucoup aimée. Elle fera également partie de mon top de mes meilleures lectures de 2020 parce que j'ai adoré en fait le contraste entre l'aspect mignon des dessins et l'aspect très dur de l'histoire, puisqu'en fait il y a vraiment certains passages qui sont assez horrifiques. C'est pas du tout une BD pour les enfants ou quoi que ce soit. Je dirais que c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que il y a quelques scènes assez gore et il y a aussi beaucoup de violence psychologique puisque les personnages du petit peuple en fait ils n'ont pas la notion du bien et du mal, si vous voulez. Donc en fait ils agissent selon leurs intérêts et parfois ils font des choses, ils se font à eux-mêmes, enfin entre eux, des choses vraiment atroces. Donc il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de morts, plus ou moins par accident, mais c'est des trucs vraiment horribles en fait. Donc je vais vous montrer une planche juste pour vous montrer le style de dessin. J'essaie de vous en montrer une où on voit le contraste, puisqu'en fait il y a un gros contraste entre le dessin des personnages et les dessins de la nature, qui eux sont très réalistes et très bien faits. Allez, je vais vous montrer celle-là. Donc voilà, donc vous voyez là par exemple on a des animaux qui sont dessinés dans un style assez naturaliste et les dessins des personnages eux, sont un peu plus cartoonesques, je dirais. Donc voilà, là en l'occurrence c'est une planche dans des tons relativement sombres, mais il y a aussi des planches beaucoup plus colorées, donc c'est vraiment les teintes de la forêt, quoi. Donc il y a, là par exemple on a une planche où il y a beaucoup plus de vert, je vous la montre d'un peu loin pour pas vous spoiler. Donc voilà, il y a aussi des scènes qui se passent, pardon je suis peut-être un peu haut,
Il y a aussi des scènes qui se passent de nuit, dans des ambiances bleutées, etc. Donc c'est vraiment des beaux dessins, des très beaux décors, et donc une histoire très spéciale, mais que moi j'ai beaucoup aimé, parce que là encore il y a beaucoup d'humour noir, et il y a aussi un aspect, c'est aussi une BD qui fait réfléchir en fait à la fin, parce que toutes les réponses ne sont pas forcément données, et c'est beaucoup dans l'implicite en fait, c'est beaucoup des suggestions, des sous-entendus, et c'était vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Je pense que chacun lira cette bande dessinée de façon différente en fait, en fonction de ses propres idées et de sa propre perception. Moi en tout cas j'ai trouvé que c'était une bande dessinée très proche de l'enfance en fait, du point de vue qu'on a sur le monde quand on est enfant et qu'on n'a pas encore la notion de bien et de mal. Ça m'a vraiment fait penser à ça et c'était très bien fait de ce point de vue-là. Donc voilà, je ne vais pas en parler pendant 3 heures, mais donc c'était une très bonne BD, mais donc à réserver à un public un peu averti. Et je termine juste avec ma lecture en cours que j'ai commencé hier. Il s'agit d'un essai que j'ai eu également à Noël. Donc il s'agit de Nos héros sont malades de Christophe Debien et avec des illustrations de Ben Fligens. Je ne sais pas si ça se prononce à l'américaine ou pas, bref. Donc c'est un essai en fait sur le cinéma et les séries télévisées où en fait l'auteur qui est psychiatre va analyser certains personnages de films et de séries d'un point de vue psychiatrique en fait. Donc il va prendre des personnages qui sont un petit peu perturbés et il va les diagnostiquer en fait, expliquer voilà pourquoi ils se comportent comme ça, quels sont les troubles dont ils souffrent, en quoi consistent ces troubles, etc. Donc voilà, c'est un peu un point de vue scientifique sur le cinéma et les séries télé, axé sur la psychiatrie, la psychologie. Et donc moi j'aime beaucoup les livres comme ça en fait, qui reprennent des éléments de pop culture et qui les décryptent d'un point de vue scientifique. Je trouve ça toujours très intéressant. Et donc là j'en suis à la page 57 et ça se lit très bien, très facilement. Vraiment c'est sympa à lire, c'est très intéressant. Et donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Donc c'est tout pour ce petit point lecture de début d'année. Et donc je reviendrai une autre fois vous présenter mes meilleures lectures de 2020. À bientôt.